Alors, le président Macron évoque les intérêts de la Russie. Mais écoutez, soyons sérieux. Entre les citoyens français, entre la classe politique française et les panafricanistes, il y a quelques-uns qui ont des liens, eh bien, avec la Russie, des liens de coopération, des liens de collaboration. Moi, je n'en suis pas. D'accord? Mais ceux qui ont ces liens-là, est-ce qu'ils sont les seuls au monde à avoir des relations avec la Russie? Si ma soeur bien-aimée Nathalie Yam est bien reçue en Russie, en quoi ça concerne la France? En quoi c'est votre problème? Quand M. Sarkozy allait là-bas gagner des centaines de milliers d'euros, vous avez dit quoi? Quand M. Fillon, ancien Premier ministre français, s'est retrouvé au conseil d'administration d'un groupe gazier et pétrolier public russe, vous lui avez fait quoi? Lorsque les grandes firmes industrielles françaises, comme Total, comme Leroy Merlin et consorts, sont allées gagner massivement de l'argent en Russie, et certaines continuent. Qu'avez-vous dit? Moi, je suis allé en Russie une fois. Bienvenue dans cette troisième partie de l'analyse du docteur Franklin Nyamsi, où il aborde deux sujets essentiels pour comprendre la lutte panafricaine et les enjeux stratégiques du continent africain. Tout d'abord, le docteur Nyamsi se consacre à une défense rigoureuse des intellectuels panafricanistes, souvent critiqués et stigmatisés, notamment par des figures comme Emmanuel Macron. Il déconstruit ces attaques, qu'il considère comme une tentative de discréditer un mouvement fondé sur la justice, la vérité et l'émancipation africaine. Les panafricanistes, accusés par Macron d'être des manipulateurs servant des intérêts étrangers, sont ici défendus avec force. Le docteur Nyamsi réfute ces accusations en rappelant les objectifs légitimes du panafricanisme, éveiller les consciences, dénoncer les injustices et promouvoir une souveraineté africaine complète. Il met également en lumière l'importance des réseaux sociaux comme outil de conscientisation, que certains cherchent à censurer sous prétexte de lutte contre la désinformation. Dans un second temps, cette partie s'ouvre sur des questions géopolitiques cruciales pour l'avenir de l'Afrique. Le docteur Nyamsi affirme le droit des Africains à choisir leurs alliances stratégiques et économiques sans subir d'ingérence extérieure, en particulier de la part de la France. Il met en évidence les critiques françaises concernant les relations africaines avec la Russie, qu'il considère comme un double standard, étant donné les propres liens de nombreux dirigeants français avec Moscou. Cette section de l'analyse explore donc les dynamiques entre la quête de souveraineté africaine et les enjeux géopolitiques mondiaux. Préparez-vous à une réflexion percutante sur la légitimité du panafricanisme et les défis auxquels l'Afrique est confrontée dans un monde multipolaire en pleine transformation. Je voudrais examiner les qualificatifs que le président Macron nous réserve. Il dit faux intellectuels. Alors, le président Macron parle de fausseté intellectuelle. C'est-à-dire que lui, il se positionne sans doute parmi les intellectuels. Mais qu'est-ce qu'il entend par intellectuel? On peut commencer par définir faussement l'intellectuel comme étant quelqu'un qui est diplômé, voire surdiplômé. À ma connaissance, le président Macron est diplômé, mais il n'est pas surdiplômé. Et de nombreux intellectuels panafricanistes, comme moi, possèdent plus de titres formels de la science universitaire que lui. Donc, je prends ce premier critère, les parcours scolaires. Quand il dit que les panafricanistes sont des faux intellectuels, est-ce une manière de dire qu'il a été meilleur étudiant, meilleur élève, il a été meilleur écolier que nous? Mais il serait facile alors à ce moment de prendre notre CV qui est disponible sur le net et de prendre le sien pour voir si son CV, du point de vue des grades et des titres, est supérieur au nôtre. Je prends ce premier critère, qui n'est pas suffisant pour définir l'intellectuel. Car attention, je ne pense pas que l'intellectuel, ce soit le diplômé. Je prends un deuxième critère. Le deuxième critère, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui produit des œuvres et qui contribue à la transformation positive de la société. Bon, moi, par exemple, je suis à mon 36e livre. Monsieur Macron, il en a écrit peut-être 2 ou 3. Est-ce que l'impact de ces livres sur la société française peut être comparable à l'impact des miens sur la société africaine? Moi, j'en ai écrit 36. Je publie bientôt le 37e. Et j'ai commencé à écrire des livres à 12 ans. Je suis un intellectuel panafricaniste. Est-ce que ma biographie pâlisse d'envie devant celle du président Macron? Attention, ce n'est pas sa fonction de président de la République qui est ici mise en cause. C'est sa prétention à se mêler de dire qui est vrai
et qui est faux intellectuel? Est-ce qu'il est connu au bataillon des intellectuels français? On doit lui poser cette question. Est-il surdiplômé? De telle façon que quand on afficherait son CV, nous autres intellectuels panafricanistes, on se cacherait. A-t-il produit beaucoup d'œuvres scientifiques de telle façon que si on affichait les œuvres scientifiques, les œuvres de l'esprit que nous avons produites, nous pâlirions d'envie devant les siennes? Oh que non. Alors, mais de quel point de vue, lui est-il le vrai intellectuel et nous serions le faux? Si, dans l'école et dans l'université, il ne nous est pas supérieur. Si, dans la production et l'impact positif sur le peuple, il ne nous est pas supérieur. Moi, je parle ici du peuple africain. Mais comment peut-il dire que nous ne sommes pas de vrais intellectuels et par là prétendre que lui, il en est un? Fait-il partie des intellectuels français? Nous faisons partie des intellectuels africains et français. C'est incontestable. La science française nous connaît comme docteur de l'université. Et comme chercheurs, nous avons produit, y compris dans les presses universitaires. Mais pourquoi le président français, utilisant sa fonction politique, veut-il se faire arbitre de la hiérarchie intellectuelle du pays? Mais c'est une confusion et c'est un abus de pouvoir. C'est pas parce qu'on est président de la République qu'on est bien placé pour hiérarchiser les intellectuels. Parce qu'il faudrait être soi-même intellectuel et avoir des titres et des œuvres comparables pour se glisser dans le débat afin de savoir qui est vrai et qui est faux. En quoi les panafricanistes seraient-ils de faux intellectuels? Le président Macron sait-il que les pères fondateurs du panafricanisme, qui sont donc des Africains des diasporas américaines et européennes des 18e, 19e, 20e siècle, étaient presque tous des docteurs de l'université? Est-ce que le président Macron le sait? Qu'il a étudié le parcours de Du Bois, qu'il a étudié le parcours de Francis Kofi Kwame Nkrumah, qu'il a étudié le parcours de Bliden, qu'il a étudié le parcours des grands panafricanistes de l'histoire. Ça a toujours été des monuments, et de l'université, et de la production scientifique, et du monde de la culture. Les grands panafricanistes de l'histoire. Mais la question que je pose ce soir, c'est le président Macron nous traite de faux intellectuels à partir de quel piédestal? À l'échelle intellectuelle, parce qu'il est président de la République. Ce n'est pas ce que je lui conteste. Il l'est pour quelque temps encore. C'est d'ailleurs une fonction éphémère. Mais qu'il vienne catégoriser les intellectuels, c'est quelque chose qui n'est possible que si lui-même il en fait partie et s'il peut se comparer à nous. Moi, je ne pense pas que le président Macron soit considéré en France comme un intellectuel. Il n'est une référence ni dans l'école, ni dans l'université, ni dans la science française, dans la science internationale. Encore moins dans la science africaine, où il est inconnu au bataillon. Voilà la vérité. Il dit que les panafricanistes sont des faux intellectuels. Vous ne pouvez le dire que si vous êtes un vrai. Comme cela, au moins, vous pouvez participer à la foire aux empoignes des intellectuels. Mais à quel débat intellectuel particulier avez-vous participé? À quelle revue avez-vous donné la preuve de votre production conceptuelle extraordinaire pour venir nous regarder de haut? Bon, il dit manipulant les réseaux sociaux. Pourtant, lui-même parle sur les réseaux sociaux. Qui ne manipule pas les réseaux sociaux? Si manipuler, c'est utiliser. Mais je parle là sur YouTube, Facebook, je parle sur TikTok. Mais le président Macron également. Qu'est-ce que nous faisons d'autre, nous qui parlons sur les réseaux sociaux, que lui? Il y a bien un compte Facebook de la présidence de la République française. Il y a un compte X de la présidence de la République française et du président Macron. Il est sur les réseaux sociaux, oui ou non? C'est nous qui avons élaboré le concept de guerre informationnelle ou c'est lui? Voilà quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux comme nous. Il parle sur ses réseaux sociaux, nous parlons sur les nôtres, il dit que nous manipulons. Mais qui ne manipule pas? En effet, pour ouvrir une caméra sur Facebook, tu manipules les réseaux sociaux. Pour ouvrir une caméra sur YouTube, tu manipules, tu utilises tes doigts là pour manipuler.
Qui vient sur les réseaux sociaux sans un effort de manipulation, ne serait-ce que de ces logiciels, de ces machines? Nous utilisons tous les réseaux sociaux pour faire connaître nos idées. Le président Macron ne fait pas quelque chose de différent. En plus, sa conférence devant les ambassadeurs était retranscrite sur les réseaux sociaux. Pourquoi lui serait-il légitime pour parler sur les réseaux sociaux et pas nous? Il peut nous porter la contradiction, mais pourtant, sa tendance et sa propension, c'est de chercher des moyens pour nous interdire de parler. Quand on a la conviction d'être capable de faire face à un débat, on ne passe pas son temps à faire fermer les chaînes des autres. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez une chaîne Facebook, vous avez une chaîne TikTok, vous pouvez me critiquer, Monsieur le Président Macron. Mais moi aussi, je peux vous critiquer. Vous gardez votre chaîne, je garde la mienne. Je viens écouter ce que vous dites sur la vôtre, si j'ai envie. Vous venez écouter ce que je dis sur la mienne, si vous en avez envie. Or, vous, votre propension, votre stratégie, c'est de trouver des motifs, c'est de faire des montages pour fermer nos comptes YouTube, nos comptes TikTok, nos comptes Facebook, etc. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, dit un dicton de ce pays. Oui ou non? Donc, en quoi est-ce que nous manipulons les réseaux sociaux si ce que nous disons est vrai? Peut-on dire que l'Afrique est souveraine alors qu'elle est occupée par des bases militaires étrangères? Non. Peut-on dire que l'Afrique est souveraine alors qu'elle est occupée par une monnaie étrangère? Non. Peut-on dire que l'Afrique est souveraine alors que des puissances étrangères imposent des dirigeants africains contre la volonté des peuples africains? Non. Peut-on dire que l'Afrique est souveraine alors que les civilisations africaines sont passées par perte et profit et qu'on veut laver complètement le cerveau des Africains pour en faire, eh bien, les adorateurs des terres sacrées des autres et des gens qui méprisent leur propre terre sacrée africaine? Voilà les thèses que nous défendons, Monsieur Macron. Démontrer qu'elles sont fausses. Montrer que la France aurait pu être souveraine en restant une colonie allemande ou en restant une colonie américaine. Venez le démontrer. Venez démontrer que si le dollar était resté la monnaie de la France serait un pays souverain. Venez le démontrer, puisque il s'agit pour vous de montrer que nous sommes faux. Vous, vous êtes vrais. Venez démontrer que si en France, c'est le président américain qui désigne le président de la République à la place du peuple français, on peut dire que ce peuple français-là est encore libre. Venez le démontrer, parce que ce sont ces thèses que nous défendons. Des thèses qui sont aisées à asseoir scientifiquement. En quoi pouvez-vous juger que nous, on est des faux et que vous, vous êtes vrais? Alors que ce que nous disons est vrai et que ce que vous, vous dites est faux. Alors, le président Macron évoque les intérêts de la Russie. Mais écoutez, soyons sérieux. Entre les citoyens français, entre la classe politique française et les panafricanistes, il y a quelques-uns qui ont des liens, eh bien, avec la Russie, des liens de coopération, des liens de collaboration. Moi, je n'en suis pas. D'accord? Mais ceux qui ont ces liens-là, est-ce qu'ils sont les seuls au monde à avoir des relations avec la Russie? Si ma soeur bien-aimée Nathalie Yamb est bien reçue en Russie, en quoi ça concerne la France? En quoi c'est votre problème? Quand M. Sarkozy allait là-bas gagner des centaines de milliers d'euros, vous avez dit quoi? Quand M. Fillon, ancien Premier ministre français, s'est retrouvé au conseil d'administration d'un groupe gazier et pétrolier public russe, vous lui avez fait quoi? Lorsque les grandes firmes industrielles françaises, comme Total, comme Leroy Merlin et consorts, sont allées gagner massivement de l'argent en Russie, et certaines continuent, qu'avez-vous dit? Moi, je suis allé en Russie une fois, au mois de décembre 2023, et j'ai été frappé du nombre d'hommes d'affaires français, pas d'origine africaine comme moi, mais d'hommes d'affaires français qui avaient dans les avions pour aller à Moscou. Et dans l'avion, je leur dis, mais vous, on ne vous menace pas? On dit non, nous, comme on vient pour les affaires, on ne nous menace pas. Vous, on vous soupçonne de faire la propagande de Poutine. Et je lui dis, mais quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves que vous avez? Vous pensez que moi, si j'étais payé $1 million par Poutine, je serais encore assis là à travailler pour un salaire de fonctionnaire français? Qu'est-ce que je foutrais avec un salaire de fonctionnaire français? Je leur ai posé la question dans l'avion. Vous pensez que si moi, je voulais et que j'obtenais un contrat en $1 million de Poutine, je resterais à travailler avec, à finir ma carrière de professeur de philosophie en France?
Vous me prenez pour un con? Si je voulais faire de la politique pour l'argent, d'abord, j'aurais adhéré à la classe politique de mon pays natal, le Cameroun. Et je serais sans doute l'un des Irak avec les mains, les poches pleines du sang, de l'argent du sang des Camerounais. J'ai eu une deuxième chance, cher monsieur, que je lui disais dans l'avion. Je suis citoyen adoptif de Côte d'Ivoire. J'y ai vécu, j'y ai fondé ma famille. J'aurais pu rester dans le régime d'Alassane Ouattara. Il me l'a proposé, nommément le 23 octobre 2014. J'ai refusé. Je serais resté là-bas, j'aurais les poches bien pleines de l'argent volé aux Ivoiriens, dont Ouattara a les poches pleines. J'ai refusé. Et vous pensez que je refuse tout ça pour venir me faire corrompre en France ou me faire corrompre en Russie? Il vaut mieux être corrompu dans son pays, c'est plus simple. Parce qu'au moins, c'est l'argent de ton pays que tu voles. Si on te punit pour ça, ah, tu as mangé, comme le disait le président ATT, mais c'est un père de famille, là, on va le punir quand même, mais c'est l'argent de son pays. Oui! Si tu veux être corrompu là, sois corrompu dans ton pays, ne va pas être corrompu dans le pays des gens. Parce qu'au moins, tu peux dire que bon, un peu de l'argent de ton pays, là, c'est pour toi. Donc, je leur ai expliqué ça. Ils étaient très étonnés. Je dis, vous venez et sortez, vous entrez et sortez de Russie, sans problème. Moi, je viens parce que j'écris des livres, parce que je publie des conférences, parce que je critique une politique. Moi, on va me diaboliser et pas vous. Pourtant, vous faites des millions de dollars ici. Moi, je suis pas venu pour des dollars. Je suis même pas venu pour des roubles ici. Hein, je vais venir là, j'ai un peu d'argent, peut-être, je sais pas, 500, 600, 700 euros. Je vais les changer en roubles pour avoir des roubles pendant mes 3-4 jours de séjour. Et puis je repars. Je ne suis pas un homme d'affaires, moi. Je suis un intellectuel panafricaniste, révolutionnaire, au service de l'émancipation de son peuple. Et je me consacre à cela. Je connais mon créneau. Voilà la conversation dans l'avion avec des hommes d'affaires français qui allaient en Russie. Et c'était à une époque, fin 2023, où on pensait que plus personne en France n'osait aller en Russie. Ils y vont au moment où je vous parle. Au moment où je vous parle, ils y vont. Et il y a toujours des relations de coopération à un très haut niveau entre la France et la Russie. Par exemple, le traitement du combustible nucléaire français continuait jusqu'à il y a quelque temps, je crois que ça n'a pas changé, à être fait par la Russie. Il y a des conventions, des accords franco-russes qui marchent. Et puis, on nous parle de la Russie, mais la Russie a contribué à libérer la France, pas l'inverse. Historiquement, nous savons que l'armée russe, à l'époque, l'armée rouge, l'armée soviétique, a contribué à la libération de la France du nazisme. Il n'y a jamais eu une action comparable de la part de la République ou même de l'Empire français pour la Russie. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut nous entraîner dans une russophobie inutile pour nous, Africains? Nous n'avons pas à reprocher à la Russie ce que les Ukrainiens auraient à lui reprocher, par exemple. Pourquoi voulez-vous que les Africains aient le point de vue des Ukrainiens dans leur rapport à la Russie? Les Africains jugent leur relation avec la Russie en fonction de l'action de la Russie en Afrique. Non pas en fonction des relations russo-ukrainiennes, qui ne sont pas la priorité des Africains. De la même façon que les relations, je ne sais pas, burkinabéo-maliennes, ne sont pas la priorité des Ukrainiens. Oui ou non? Mais donc, le président Macron recycle une accusation incroyable. Alors, moi, en tant que fonctionnaire, je ne peux pas signer un contrat avec un État pour percevoir une rémunération de cet État, tant que je suis fonctionnaire de l'enseignement en France. Je connais mes droits et mes obligations. Mais écoutez, pourquoi vous imposeriez la même interdiction à ma sœur bien-aimée Nathalie Yam, qui est une particulière, qui travaille à son propre compte, ou à mon frère, à mon jeune frère bien-aimé Kémy Séba? S'ils font leurs affaires, même en Russie, votre problème c'est quoi? Vous ne faites pas des affaires en Russie, vous? Allez demander à François Fillon de rendre tout ce qu'il a gagné en Russie. Allez demander à Sarkozy de rendre tout ce qu'il a gagné en Russie. Allez demander à Total, allez demander à Bolloré, allez demander à Leroy Merlin. Toutes les firmes françaises, à Carrefour, qui ont fait de l'argent en Russie. Faites-leur rendre gorge avant de venir emmerder les Africains. 1, 2, 3, la Russie, la Russie, la Russie. Mais après tout, les Africains ont le droit d'aller où ils veulent. Vous dites qu'il y a décolonisation.
Mais vous êtes toujours en train de vouloir cloisonner le monde pour les Africains. Ah, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Ah bon, vous êtes allé là-bas. Ah, c'est grave. Ah, c'est grave. Mais finalement, vous dites que la République est née après la décolonisation. Vous avez des comportements coloniaux. Ah, les Africains, ils sont allés en Chine. Ah, ça, il faut le noter. Chaque fois que j'entre ou je sors des aéroports, on photocopie toutes les pages de mon passeport pour avoir une idée de tous les pays que j'ai visités. Et continuer à m'espionner. Alors que je ne fais rien que défendre des idées, promouvoir des idées, faire prendre conscience, enseigner, éduquer, exalter l'âme de mon peuple. Votre problème, c'est quoi? Donc, il fallait qu'on réponde à cette question ici. Et quand il dit les intérêts de la Russie ou d'autres, mais écoutez, un intellectuel politique, c'est quelqu'un qui prend fait et cause. Et quand vous prenez fait et cause, mais vous avez intérêt avec la cause que vous défendez. Je souhaite que l'Afrique soit souveraine. Donc, je soutiens les mouvements souverainistes africains. Je soutiens les personnalités souverainistes africaines. Je soutiens les gouvernements souverainistes africains parce que c'est la conséquence logique de mon engagement intellectuel. C'est la conséquence pratique de mon engagement théorique. Un intellectuel politique, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Mais pourquoi voulez-vous que je ne soutienne pas le Mali d'Assimi Goïta, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré ou le Niger d'Abdourahmane Tiani, alors que la politique qu'il mène est la concrétisation des idées que je partage avec les dirigeants de ces pays. C'est la praxis de notre doctrine qui est en œuvre. Pourquoi voulez-vous que je fasse la fine bouche quand le président Assimi Goïta fait quelque chose de bon, que je me taise? Alors que cela me plaît. Quand il fait quelque chose de bon, cela me plaît. Et je le dis. Quand le président Abdourahmane Tiani prend de bonnes décisions pour le peuple du Niger et qui montre le chemin au peuple africain, qu'est-ce qui vous choque si je suis content? Puisque cela correspond à l'objectif de mon combat intellectuel. Cela correspond aux idées que je défends, parfois même comme prophète dans le désert depuis plusieurs années. En conclusion de cette troisième partie, le docteur Franklin Nyamsi démontre avec clarté et rigueur que les intellectuels panafricanistes ne sont pas les manipulateurs décrits par Emmanuel Macron, mais bien des acteurs essentiels de la lutte pour l'émancipation africaine. Leur engagement s'inscrit dans une logique de justice, de souveraineté et de vérité historique. Loin d'être des marionnettes au service d'intérêts étrangers, ces penseurs agissent pour éveiller les consciences et mobiliser les Africains autour d'un idéal commun, l'autodétermination du continent. Le docteur Nyamsi souligne également l'hypocrisie des critiques visant les relations africaines avec des puissances comme la Russie. Si des figures politiques françaises entretiennent ouvertement des liens économiques et stratégiques avec Moscou, pourquoi ces mêmes relations sont-elles perçues comme suspectes lorsqu'elles concernent des nations africaines? Cette incohérence, selon le docteur Nyamsi, révèle un refus persistant de reconnaître aux Africains le droit de définir librement leurs alliances et leurs priorités géopolitiques. Enfin, cette analyse élargit le débat à la place de l'Afrique dans un monde en mutation. Le docteur Nyamsi insiste sur l'importance pour le continent de diversifier ses partenariats, de renforcer sa souveraineté économique et de s'affranchir des pressions extérieures. L'Afrique, affirme-t-il, doit assumer un rôle central dans le nouvel ordre multipolaire qui se dessine, en veillant à défendre ses intérêts propres. Cette partie de l'analyse est une véritable invitation à repenser les relations internationales et à considérer l'Afrique non plus comme un objet d'influence, mais comme un acteur à part entière. Dans la prochaine section, nous approfondirons ces questions géopolitiques et explorerons les stratégies africaines pour se positionner dans ce monde en pleine transformation. Restez avec nous pour poursuivre ce voyage intellectuel et engagé.